Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est samedi 18 juillet 2026 et notre cher ami, le professeur Marandi, est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Bonjour Nima, merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. C'est toujours un vrai plaisir. Je vais commencer par ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, ou même ces dernières 24 heures. Les États-Unis se concentraient essentiellement sur la ville de Bandar Abbas. Ils ont frappé les entrées et les sorties d'un tunnel. Un tunnel très important, sans doute l'un des plus importants. Ils ont touché les deux côtés pour créer une sorte de problème au niveau du tunnel. Et les images diffusées aujourd'hui montrent que les Iraniens ont déjà commencé à le rouvrir. L'autre point visé, ce sont les ponts. Leur objectif, c'est d'isoler la ville. La stratégie consiste à isoler Bandar Abbas, une ville dont tout le monde sait qu'elle a une importance stratégique particulière pour le programme naval iranien ou pour la base navale iranienne située dans le sud du pays. Et les autres attaques en Iran étaient les suivantes. L'une d'elles visait la base de missiles Imam Ali, à Khorramabad, dans l'ouest du pays. Une autre a touché la tour de contrôle maritime sur l'île de Larak, dans le sud. La photo de cette attaque a d'ailleurs été partagée par le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, Pete Haxon. Il y a aussi eu l'usine de dessalement, située dans le sud de l'Iran. Les États-Unis ont frappé cette installation. On a également entendu des explosions à Boucher, Darab, Kark et Avaz, toujours dans l'ouest du pays. Et en réaction, ce qui se passait la nuit dernière, c'est que l'Iran semblait complètement bouleverser la situation. Au Kurdistan irakien, quand on regardait la montagne, tout était en feu. Tout brûlait. Et même sur les images, on voit clairement les explosions secondaires se produire. J'ai montré ça à mon public hier soir. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Et ça veut dire qu'ils frappent les dépôts de munitions au Kurdistan irakien. C'en était un. Et aujourd'hui, pendant qu'on parle, les missiles, là vous voyez le ciel en Jordanie, on voit au moins 8 ou 9 missiles en Jordanie. Ils ont touché plusieurs cibles et tout est en train de brûler là-bas. Il y a aussi des rapports venant du Koweït, comme vous le voyez ici, indiquant que certaines zones, des bases américaines ou des sites militaires, sont en feu. Et l'Iran a commencé, pour la première fois, à envoyer une sorte d'avertissement aux États-Unis et au gouvernement koweïtien en frappant certaines cibles. L'usine de dessalement et la centrale électrique au Koweït. Voilà ce qui s'est passé jusqu'à présent. Quelle est, selon vous, la situation actuelle de la guerre? Les zones autour de Bandar Abbas, le port de Bandar Abbas, tout ça, ce sont des sites civils qu'ils ont bombardés, des ponts ordinaires, des tunnels, et toutes les personnes tuées, sans exception, étaient des habitants. Ils les ont visés délibérément. Ils ont vu des voitures traverser le pont, ils ont bombardé le pont pendant que la voiture passait, et ils ont anéanti une famille. Un homme, un chauffeur routier, traversait le pont, ils l'ont bombardé. Donc, les pilotes américains, ou ceux qui tirent les missiles, cherchent à tuer des gens ordinaires quand ils lancent ces attaques. Et à part le site de missiles Imam Ali, la plupart des cibles qu'ils ont frappées étaient des sites civils. Et ils n'ont tout simplement pas la capacité de causer des dégâts importants à l'armée iranienne, parce que cette armée est bien protégée, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. La tour de contrôle que Hegseth a montrée, c'était une tour civile qui n'avait rien à voir avec l'armée. Mais ces gens-là aiment détruire par pure rancune. Ils veulent faire du mal à l'Iran. Ils veulent faire du mal au peuple iranien. Ils veulent le démoraliser. Ils ont frappé des usines de dessalement. Et si l'Iran, après beaucoup de patience, a commencé à frapper à son tour des usines de dessalement au Koweït, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que le Koweït a été en ce moment
Le pays le plus complice dans les attaques contre l'Iran, c'est le Koweït. The country that is most complicit right now in the attacks on Iran is Kuwait. They are giving the most assistance to the United States, and there's a huge. Ils apportent le plus d'aide aux États-Unis et la présence américaine là-bas est énorme. Il y a aussi une importante force américaine stationnée sur place, prête pour une éventuelle attaque terrestre à un moment donné. Donc, la première raison, c'est le rôle que joue le Koweït. La deuxième, c'est qu'ils ont visé des usines de dessalement, des hôpitaux pour enfants, des ponts et des tunnels. Que des cibles civiles. Toutes les voitures que vous voyez bloquées appartiennent à des gens ordinaires, des ouvriers qui rentrent chez eux, des parents qui emmènent leurs enfants à l'hôpital dans une autre ville. Ce sont eux, les victimes de l'agression américaine. Et d'après ce qu'on entend du côté iranien, les Iraniens vont commencer à frapper plus fort. The Iranians are going to begin hitting harder. And I think Et je pense qu'ils vont de plus en plus commencer à viser les infrastructures critiques, parce que les Américains frappent les infrastructures critiques iraniennes. Et les Iraniens veulent s'assurer qu'ils ne s'en sortent pas comme ça. Il faut bien se rappeler que l'Iran n'a pas commencé la guerre. L'Iran n'a pas relancé la guerre. L'Iran n'a pas initié l'escalade. Mais l'Iran l'a dit à plusieurs reprises, et je l'ai moi-même répété pendant les 40 jours de guerre, la guerre du Ramadan, vous vous en souvenez sûrement. J'ai dit à maintes reprises que si cette guerre s'intensifie, ces pays seront détruits. Ce sont de tout petits pays. Ce sont des déserts. L'Arabie saoudite est grande, mais c'est aussi, en grande partie, un désert. Tous leurs atouts essentiels se trouvent juste en face de l'Iran. Il n'y a même pas... Quelqu'un disait qu'ils veulent construire des pipelines. Franchement, d'abord, s'ils construisent des pipelines, ça prendra des années. first of all, if they build pipelines, it'll take years. But the assets are here. They're still Mais les moyens sont là. Ils sont toujours juste en face de l'Iran. Autrement dit, s'ils construisent des oléoducs à travers la Syrie ou l'Arabie saoudite jusqu'à la mer Rouge, il suffit à l'Iran de viser leurs infrastructures critiques le long du golfe Persique. Donc, ils doivent apprendre à vivre comme des pays normaux. Il n'y a pas de solution pour eux s'ils continuent à être des proxys des États-Unis, en laissant Washington utiliser leur territoire pour tuer des Iraniens, leur espace aérien pour en assassiner, pour détruire le pays, pour frapper des usines de dessalement, comme ils l'ont encore fait la nuit dernière en Iran. À mon avis, dans les 2 ou 3 prochains jours, on va voir les Iraniens frapper plus fort et rendre la situation plus douloureuse pour les États-Unis et pour les régimes qui hébergent leurs forces. On entre maintenant dans la phase critique. L'Iran frappe les Américains très durement. Iran is hitting the Americans very hard. It's been doing so for the last 6-7 days. Ça dure depuis 6 ou 7 jours maintenant. Les missiles iraniens sont très précis, bien plus qu'avant. Leur renseignement est excellent. Et les Américains ont subi de lourdes pertes, même s'ils essayent de les dissimuler. D'après les informations que les Iraniens reçoivent sur le terrain, ces pertes sont importantes. Apparemment, beaucoup de gens dans différents pays coopèrent avec l'Iran, en Syrie, en Jordanie bien sûr, mais aussi en Irak, au Koweït et ailleurs. L'Iran obtient énormément d'informations. Du coup, les Iraniens frappent fort. Et c'est pour ça que les États-Unis visent de plus en plus des cibles civiles à nouveau, comme on l'a vu pendant la guerre précédente. Mais cette fois, je pense que les Iraniens ne vont pas faire preuve de la même patience que pendant la guerre de Ramadan, celle qui a duré 40 jours. La guerre est en train de s'étendre, d'une manière ou d'une autre. Comme vous l'avez dit, il n'y a aujourd'hui aucun pays dans le Golfe ou en dehors du Golfe Persique qui n'ait pas été touché par des missiles iraniens. L'Arabie saoudite a été frappée. Oman a été frappé. La Jordanie est visée encore et encore sur ses bases. On a vu aussi des attaques en Syrie qui ciblaient les forces spéciales américaines. Au moins une de leurs bases en Syrie a été attaquée par les Iraniens, ce qui, à mon sens, était une sorte de signal qu'ils allaient frapper. Et puis, un conseiller militaire iranien auprès du guide suprême a déclaré
que la prochaine phase serait offensive. Ils vont passer à l'offensive, peu importe. Les frontières politiques n'ont plus d'importance tant qu'ils accueillent des forces américaines et leurs armes, et que ces armes sont utilisées contre l'Iran. C'est pour ça qu'ils vont attaquer. Et c'est la prochaine étape. Vous pensez qu'on se rapproche vraiment de ce genre de guerre totale entre les deux camps? Celle qui semble enfin s'aggraver, parce que, comme vous l'avez dit, les usines de dessalement, les centrales électriques et les installations énergétiques vont faire partie de cette nouvelle phase du conflit. Eh bien, hier soir, le général Mohsen Rezaei, le conseiller militaire du guide, est passé à la télévision pour une interview avec un journaliste de la radio et de la télévision d'État iranienne. Et en gros, il a dit que nous entrions dans une nouvelle phase et que l'Iran allait frapper beaucoup plus fort. D'après ce que j'entends aussi, il va y avoir une escalade en mer Rouge, ou du moins dans cette région en général. Et puis en Irak, il y a une force de résistance très importante. Cette force de résistance en Irak, beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point elle est puissante et étendue. Elle est nettement plus grande que le Hezbollah. Et bien sûr, ils ont un accès bien meilleur aux ressources et aux armes que le Hezbollah, parce que le Hezbollah est entouré par les alliés des États-Unis, par Al-Qaïda en Syrie et par le président et le premier ministre au Liban. Et bien sûr, le régime israélien, tous ensemble, ils ont encerclé le Hezbollah. Donc faire parvenir des armes au Hezbollah, c'est très difficile. Comme vous l'avez sans doute vu, certaines armes destinées au Hezbollah ont été interceptées par le régime d'Al-Qaïda en Syrie, qui les a ensuite montrées au public comme si c'était une fierté, en faisant le sale boulot du régime israélien à sa place. Encore une fois, chaque jour, on a ce rappel que ceux qui ont soutenu la sale guerre en Syrie ont en réalité soutenu Israël. Ils ont permis à Israël de se renforcer, de gagner en pouvoir. Et le régime d'Erdogan en Turquie a fait plus pour aider Israël que n'importe quel autre pays de notre région, à cause de la destruction qu'il a infligée à son propre pays. Mais quoi qu'il en soit, la résistance irakienne est bien mieux armée et elle a un accès bien plus large aux armes que le Hezbollah, ou même Ansarullah d'ailleurs. On l'a vu pendant les funérailles dans les villes saintes de Najaf et de Karbala. Des millions de personnes y ont participé, sous une chaleur de près de 50 degrés. Voilà la réalité sur le terrain. En ce moment, les États-Unis combattent l'Iran depuis une semaine, sans aucun résultat. Je veux dire, s'ils pensent qu'ils le peuvent, parce que la campagne de bombardement contre l'Iran semble indiquer qu'ils veulent lancer une offensive terrestre. Le schéma est celui d'une armée qui prépare le terrain pour une offensive au sol. Mais les Iraniens, eux, sont prêts à une offensive terrestre. Ils se préparent à une guerre avec les États-Unis depuis des décennies. On en a parlé à de nombreuses reprises par le passé. C'est pour ça que l'Iran dispose de bases de missiles souterraines, de bases de drones et d'usines cachées. Parce qu'ils savaient que le jour venu, s'ils n'étaient pas bien protégés, les Américains détruiraient tout. Donc, les préparatifs de l'Iran pour une offensive terrestre tiennent compte de tous ces éléments. Les installations iraniennes sont profondes, bien protégées, enfouies sous terre. L'Iran n'a pas d'entrepôt de drones ou de missiles à la surface. Tout est bien protégé. S'ils doivent tirer quoi que ce soit, ils le sortent de la zone sécurisée. Et puis, une partie de leurs armes est dispersée, justement pour que les Américains ne puissent pas les frapper et les détruire efficacement. Donc, à l'heure où on parle, après une semaine de combat, les Américains n'ont eu aucun succès. S'ils lancent une offensive terrestre, les Iraniens les attendent. Ils les laisseront prendre un peu de terrain, puis les frapperont de partout.
Et avec le temps qu'il fait en ce moment, franchement, ça me paraît insensé que les Américains envisagent une telle attaque. Mais les Iraniens sont prêts. Je veux dire, les Américains n'ont jusqu'à présent connu aucun succès. Et la dévastation qu'on voit en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn et maintenant aussi à Oman, c'est le résultat de leur imprudence à accepter les exigences des États-Unis sous la contrainte et à les avoir aidés. Même si c'était sous la contrainte, cela les a maintenant placés sur la liste eux aussi, parce que l'Iran ne permettra pas que le territoire de ces pays soit utilisé contre lui. Donc, jusqu'ici, les États-Unis ont échoué. Mais l'Iran, lui, n'a pas élargi ses frappes de missiles. Il n'a pas non plus étendu sa liste de cibles pour y inclure des infrastructures critiques. Et les alliés de l'Iran sont restés relativement calmes jusqu'à présent, tout en se préparant, tout comme l'Iran le fait. L'évaluation, c'est que les États-Unis utilisent surtout la Jordanie pour attaquer l'Iran. Vous avez mentionné le Koweït, mais si on met le Koweït de côté, quel pays participe et coopère le plus avec les États-Unis après le Koweït? Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais évidemment, la Jordanie joue un rôle très important, même si tous sont impliqués. Je veux dire, l'espace aérien et les bases aériennes de l'Arabie saoudite sont utilisées par les Américains pour attaquer l'Iran. Jusqu'à présent, les Iraniens ont fait preuve de retenue envers l'Arabie saoudite. Mais ça ne durera pas très longtemps. Je pense qu'on arrive à la fin de la patience de l'Iran. Et je crois qu'aucun d'entre eux, enfin, je sais qu'aucun d'entre eux ne s'est abstenu de coopérer avec les États-Unis. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs que l'Iran prend en compte au moment de commencer à frapper les bases américaines. Mais le Koweït a joué un rôle particulièrement sombre, et Bahreïn aussi. Bien sûr, la base américaine à Bahreïn est immense, vraiment énorme. Je ne l'ai jamais vue moi-même, mais ceux à qui j'ai parlé disent que c'est une base gigantesque et que ce que font les Iraniens, c'est détruire tous les atouts que les États-Unis ont déployés dans la région, ceux qu'ils pourraient utiliser s'ils décidaient de lancer une offensive terrestre. Donc, toutes les attaques iraniennes, que ce soit par missile ou par drone, sont soigneusement, je veux dire vraiment soigneusement, conçues pour détruire, morceau par morceau, la machine de guerre américaine. Voici la nouvelle déclaration du Corps des gardiens de la Révolution islamique, publiée il y a quelques instants. Après plusieurs jours de combat contre nos forces armées et face à une riposte écrasante, en réaction à l'agression de Trump, et en constatant que les forces armées iraniennes étaient devenues bien plus puissantes qu'au premier jour de la guerre, il a choisi, au lieu d'accepter honorablement la défaite et de reconnaître ses erreurs répétées, une nouvelle approche, fuir le champ de bataille et tenter de dissimuler sa défaite dans les affrontements militaires en commettant des crimes de guerre. Les États-Unis ont essayé de redorer leur position en menant des attaques destructrices contre des hôpitaux, des ponts, des voies ferrées, des aéroports, des ports, des centres de télécommunications et d'autres cibles encore, tuant des civils au lieu de se battre sur le champ de bataille comme de vrais soldats. Puisqu'il n'existe aucune institution internationale capable d'empêcher ces barbaries commises par l'armée américaine, il ne reste qu'une seule voie, appliquer le commandement coranique. Celui qui t'attaque, attaque-le de la même manière qu'il t'a attaqué. Voilà ce que dit le texte. Et je pense que cela veut dire que dans les jours à venir, on va assister à une énorme escalade. Je ne sais pas quel est le plan de Donald Trump, ni combien de temps il lui faudra pour comprendre la complexité de la région et la situation dans laquelle il se trouve. On avait, enfin, vous savez, avec l'annonce du cessez-le-feu avant que toute cette folie ne commence,
je pensais qu'ils commençaient à comprendre, qu'ils étaient en train d'y arriver. Eh bien, il semble que non. À ce stade, rien ne permet de penser que Donald Trump saisit la complexité du problème dans la région. Oui, mais, vous savez, on en a déjà parlé plusieurs fois. Les Iraniens ont toujours pensé que le risque de reprise de la guerre était élevé et que les chances que les États-Unis respectent le protocole d'accord étaient très faibles. Je veux dire, les Iraniens étaient prêts à attendre et à voir, surtout qu'ils ont été très malins. Ils ont profité du protocole pour exporter rapidement d'énormes quantités de pétrole, qu'ils avaient dans des tankers bloqués dans le golfe Persique. Du coup, ils ont gagné beaucoup d'argent et ils ont importé pas mal de fournitures, des produits essentiels pour le pays, pour les semaines et les mois à venir. Mais, quoi qu'il en soit, ils restaient très méfiants et ils se préparaient depuis tout ce temps. En ce moment, enfin, depuis un bon moment déjà, les forces armées se concentrent sur le renforcement de leurs capacités en missiles et en drones. Ils produisent un très grand nombre de modèles différents et ils agrandissent aussi leurs bases souterraines. L'objectif des forces armées est maintenant clair. C'est là-dessus qu'elles se concentrent, aussi bien les gardiens de la révolution que l'armée. Et ça commence à porter ses fruits. Les Iraniens disposent d'énormes quantités de missiles et de drones de toutes sortes, et ils peuvent continuer comme ça très, très longtemps. Mais puisque les États-Unis insistent pour commettre des crimes de guerre, frapper des hôpitaux, des usines de dessalement, tuer des civils, bombarder des ponts et des tunnels, les Iraniens disent « ça suffit ». Alors, en se fondant sur un verset du Coran, ils parlent de représailles. En d'autres termes, les Iraniens ne veulent pas faire ça. Ils ne l'ont pas commencé. Ils ont attendu longtemps, tout comme ils n'ont pas commencé la guerre. Je sais que beaucoup de gens disent que l'Iran devrait mettre la morale de côté. Mais la différence entre eux et nous, c'est justement la morale. Et nous, jamais nous ne la mettrons. Mais puisque la communauté internationale ne fera rien d'autre que soutenir cette agression et ces crimes de guerre, les Iraniens, après avoir attendu patiemment pendant longtemps, vont maintenant commencer à riposter. Les frappes limitées sur le Koweït sont des tirs d'avertissement. Si vous continuez sur cette voie, vous allez le payer très cher et vous serez bien plus touchés que nous ne l'avons été. Si on revient à la guerre de 40 jours, la guerre du Ramadan, quand les Américains et les Israéliens ont commencé à frapper les infrastructures critiques de l'Iran, l'un des sites clés qu'ils ont visés, c'était le champ gazier de South Pars. Et ensuite, l'Iran a répliqué très durement contre le Qatar, et je crois contre les Émirats et le Koweït. Mais la frappe sur le Qatar a été la plus dévastatrice. Et ça a poussé Trump à publier un communiqué disant « ça n'arrivera plus ». Donc cette riposte, ou cette menace de riposte, c'est en fait un moyen de forcer les Américains à arrêter de s'en prendre à des gens ordinaires. En fait, c'est ça, la dissuasion de l'Iran, parce que l'Occident, lui, soutient le génocide. Ils soutiennent le génocide à Gaza, l'Occident collectif, tous les pays européens, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tous soutiennent le génocide à Gaza, qui continue d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. Ils viennent de bombarder des funérailles, parmi bien d'autres crimes commis ces derniers jours. L'un d'eux, c'était le bombardement d'un enterrement, où 9 personnes ont été tuées, je crois, pendant la cérémonie. Alors, quand ils soutiennent un génocide, et quand ils soutiennent le génocide dans le sud du Liban, l'Iran ne peut pas espérer que les pays occidentaux fassent pression sur les États-Unis pour y mettre fin. Ils le soutiendraient. L'OTAN le soutient. Pas un seul pays de l'OTAN ne le condamne. Même la Turquie ne condamne pas les États-Unis. Et c'est ça, l'inhumanité de l'OTAN. Donc, les Iraniens, pour créer une forme de dissuasion, disent « D'accord, on a été patient, mais maintenant, on va riposter ». Ils ont mené des frappes limitées au Koweït
pour leur faire comprendre que ça va vraiment arriver s'ils ne changent pas de cap. Et d'après ce que je comprends, s'ils ne changent pas de cap, les Iraniens frapperont beaucoup plus fort, en visant des infrastructures critiques. Hier, nous avons reçu plusieurs rapports en provenance du détroit d'Ormuz. Certains de ces pétroliers ont été touchés par des mines, d'autres par des drones et des missiles venus d'Iran. Le détroit est en train de devenir, d'une certaine manière, le cimetière de ces navires qui tentent de le traverser sans autorisation. Quelle est la situation aujourd'hui? Que sait-on exactement sur le détroit? Et combien de pétroliers ou de navires y passent en ce moment? En gros, ce que les Américains ont fait pendant le protocole d'accord, à part au tout début quand ils ont levé le siège, c'est qu'ils ont violé tous leurs engagements, absolument tous, que ce soit sur le Liban, sur la restitution des avoirs volés ou sur l'arrêt des menaces contre les dirigeants. Ils ont même élargi le régime de sanctions. Tout ça, ce sont des violations. Ensuite, leur objectif à travers ce protocole, c'était de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, en violation de l'accord, tout en évitant de respecter leurs engagements pour étouffer l'Iran. C'était ça, leur but fondamental. Ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir par la guerre, ni par le siège, ils ont voulu l'obtenir par la tromperie. Mais les Iraniens n'étaient pas naïfs. Dès qu'ils ont vu les Américains et certains régimes du Golfe Persique créer ce corridor vers le sud, ils les ont prévenus, puis prévenus à nouveau, avant de frapper ces pétroliers. L'Iran ne laissera donc pas les États-Unis contrôler le détroit d'Ormuz. Même si les États-Unis établissent une tête de pont sur le territoire iranien, juste à côté du détroit, l'Iran le maintiendra fermé, parce que nous ne vivons plus au XXe siècle. Les Iraniens peuvent tirer des missiles à des centaines, voire bien plus de 1000 kilomètres du détroit d'Ormuz et faire tout ce qu'ils jugent nécessaire. Les Américains semblent penser que s'ils prennent les côtes, alors c'est fini. Non, rien n'est fini. La seule chose qui changera, c'est que les soldats qui se trouvent aux côtés des Iraniens, eh bien eux, deviendront de nouvelles cibles pour l'Iran, très proches de chez eux et beaucoup plus faciles à atteindre. Donc, le détroit d'Ormuz restera sous contrôle iranien. Les Iraniens ont été très clairs là-dessus. Ça ne changera pas, ni maintenant, ni plus tard. Je pense que, dans le cas du protocole d'accord et des négociations, est-ce qu'il y a, au sein de la société iranienne, une discussion sur ce qui se passerait si les États-Unis, disons que Donald Trump arrivait demain, ou même dans 2 heures, et disait « J'en ai fini avec ça. Je vais annoncer à nouveau le cessez-le-feu. Je vais reprendre les négociations. » Quelle serait la réaction des Iraniens si... On m'a dit que les exigences iraniennes seront plus importantes que ce qui figurait dans le protocole d'accord et que les Iraniens demanderont des résultats immédiats avant d'alléger la pression. Donc, si je comprends bien, les demandes de l'Iran sur les questions régionales vont augmenter. Le blocus du Yémen, par exemple, sera un domaine où l'Iran formulera de nouvelles exigences, et bien sûr, il y a aussi Gaza. On verra bien. Je ne pense pas que quelqu'un ait parlé en détail de ce genre de choses, mais le protocole d'accord ne suffira plus. Les Américains ont commis l'erreur cruciale d'essayer de le fragiliser. Et maintenant, ce qu'ils vont obtenir en retour, ce sera à un moment donné un protocole d'accord encore plus humiliant et un protocole où les Iraniens exigeront une mise en œuvre immédiate. Bien sûr, ils n'ont rien dit de précis. Les Iraniens n'ont fait aucune déclaration publique. Mais d'après ce que j'entends et d'après ce qu'on perçoit dans l'espace public, c'est clairement la direction que prennent les choses.
Beaucoup de gens se demandent, et c'est une question qu'on entend partout dans le monde, pourquoi l'Iran n'attaque-t-il pas Israël dans le cadre de cette guerre? Que se passe-t-il exactement? Quelle est la raison principale derrière cette position? Et sur quoi l'Iran concentre-t-il ses efforts en ce moment précis, à ce stade du conflit entre les deux camps? I think there are two things here. One is that Je pense qu'il y a deux choses ici. D'abord, cette bataille concerne le détroit d'Ormuz, et l'Iran veut garder son attention sur le détroit d'Ormuz. Parce que si l'Iran gagne cette bataille, et il la gagnera, Israël perd. Je veux dire, toute cette guerre, les États-Unis qui utilisent la Turquie, la Jordanie, la Syrie, le Koweït et tous ces pays d'une manière ou d'une autre, l'Arabie saoudite contre l'Iran, tout ça, c'est à propos d'Israël. Rien d'autre qu'Israël. C'est la priorité absolue pour les États-Unis. Bien sûr, il y a la question de l'hégémonie et tout le reste, mais Israël, dans cette région, c'est la priorité numéro 1. Vous voyez, ils ont fait d'énormes sacrifices au nom de ce régime sioniste. Voilà, c'est le premier point. for the sake of this Zionist regime. So that is one issue. The second issue, I think, and this is just my personal. Le deuxième point, à mon avis, et je précise que c'est simplement mon opinion personnelle, pas la position officielle de l'Iran, c'est que les Iraniens veulent que Netanyahou soit celui qui déclenche quelque chose, pas que l'Iran le fasse. Pourquoi? Parce que si Netanyahou lance une guerre contre l'Iran ripostera très durement. Et d'après ce qu'on m'a dit, ce sera bien plus difficile que la dernière fois. Mais pour lui, ce serait coûteux sur le plan électoral. En revanche, si c'est l'Iran qui prend l'initiative d'attaquer le régime israélien, cela pourrait paradoxalement renforcer la position de Netanyahou dans la société israélienne, au lieu de l'affaiblir. C'est du moins mon impression, disons. C'est comme ça que je le comprends. Je pense qu'ils veulent voir Netanyahou en difficulté. Ils veulent que ce processus électoral, qui selon moi aura lieu dans quelques mois, avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, se déroule dans un contexte compliqué pour lui. Je pense que les Iraniens veulent rendre la situation aussi douloureuse que possible pour la politique intérieure israélienne. Donc, si Netanyahou dit quelque chose, l'Iran fera en sorte qu'il le regrette. Et ça lui fera du tort, à lui et à sa coalition, pendant les élections. Pas que ses opposants valent mieux que lui. Ce sont tous des maniaques génocidaires. Mais quoi qu'il en soit, sa défaite affaiblit la position israélienne dans la région en ce moment. Je pense que c'est à peu près ça. Mais il y a aussi la question du détroit d'Ormuz. En ce moment, la bataille porte sur le contrôle du détroit, parce que les Américains savent que si les Iraniens le contrôlent, ils devront se plier aux exigences du protocole d'accord, ou du protocole d'accord plus qui viendra ensuite. Si l'Iran prend le contrôle du détroit d'Ormuz, alors les États-Unis ne respecteront plus rien. Donc, pour l'Iran, c'est la question numéro 1. So this is for Iran the number one issue. J.D. Vance, in his latest interview or podcast, J.D. Vance, dans sa dernière interview ou son podcast avec Joe Rogan, a expliqué qu'il y a deux forces en Iran, totalement différentes. L'une est pragmatique, l'autre est radicale. Et la partie pragmatique veut conclure un accord avec nous. Selon lui, si nous sommes en conflit, c'est parce que les radicaux attaquent les pétroliers dans la région, ce qui met en péril tout le protocole d'accord, détruit la stabilité régionale et compromet l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Joe Rogan ne l'a pas contredit, il n'a pas évoqué la clause, le paragraphe 5 du protocole d'accord. Mais au fond, c'est cette perception-là qu'ils veulent faire passer. C'est ainsi qu'ils veulent présenter la situation entre les États-Unis et l'Iran. C'est leur discours officiel, leur récit officiel. Alors, quand on parle du gouvernement iranien et des décideurs en Iran, dans quelle mesure ce qu'il a dit reflète-t-il vraiment la réalité sur place? Mais tu as tout à fait raison. Il a essayé de dire qu'en gros, l'Iran s'était mis à attaquer des pétroliers sans raison, ce qui est complètement absurde.
L'article 5 est clair. L'Iran contrôle le détroit, l'Iran assure la normalisation du commerce à travers ce détroit, et ce sont les États-Unis qui ont sapé tout ça. Les Iraniens ont lancé de nombreux avertissements, et ces pétroliers appartiennent à des pays qui, aujourd'hui, soutiennent les États-Unis dans cette guerre, comme ils l'ont déjà fait par le passé. Ils le savent, et les Iraniens les avaient prévenus de ne pas emprunter le couloir américain. Mais ils l'ont fait pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que l'Iran dise « ça suffit maintenant ». Et ce n'est pas tout. Ce sont les Américains qui ont violé l'accord. Et ce n'est pas la seule violation. Comme je l'ai dit, les Américains ont violé tous les éléments de l'accord. Ils ont menacé les dirigeants iraniens, n'ont pas obligé le régime israélien à se retirer, ont élargi le régime de sanctions, ont rétabli les sanctions sur les exportations de pétrole iranien, ont refusé de restituer les avoirs iraniens volés, et ainsi de suite. Donc évidemment, ce que dit Vance, c'est n'importe quoi. Mais cette affirmation de Vance, c'est aussi une répétition de ce qu'il disait pendant la guerre de 40 jours, la guerre du Ramadan. Si vous vous souvenez, à l'époque, il disait qu'on ne savait pas vraiment qui commandait, qui décidait. Tout ça, c'est absurde. Les forces armées, qu'il s'agisse de l'armée ou des gardiens de la Révolution, aucune branche des forces armées n'a le pouvoir de mener une opération sans le consentement ou les ordres du Conseil suprême de sécurité nationale. Et le Conseil suprême de sécurité nationale, quelle que soit la décision qu'il prenne, doit obtenir l'approbation du guide. Donc si l'armée ou les gardiens tirent une seule balle, ils doivent avoir une autorisation pour ça. En clair, ils doivent avoir un mandat. Donc cet argument ne tient pas. Les Iraniens ont fait preuve de patience. Les Américains, comme on pouvait s'y attendre, ont été malhonnêtes. Ils ont violé tous leurs engagements. Ensuite, ils ont essayé de saper l'autorité de l'Iran, celle qu'ils avaient pourtant reconnue dans le protocole d'accord. Et les Iraniens ont bloqué cette tentative. Après ça, les Américains ont lancé la guerre. Alors pourquoi bombardent-ils des ponts? Pourquoi bombardent-ils des hôpitaux? Pourquoi frappent-ils des usines de dessalement? Pourquoi les Américains bombardent-ils des tunnels utilisés par des civils? Quel rapport avec quelques pétroliers? Et en plus, les Américains ont bombardé à 2 reprises. Ils l'ont bombardé encore, je crois que c'était hier, un des pétroliers iraniens. Et c'était même pas près du détroit d'Ormuz. C'était, je pense, du côté de l'île de Kark, plus au nord. En fait, il s'éloignait du détroit d'Ormuz, bien à l'intérieur, au nord du golfe Persique. Les navires que l'Iran a visés, eux, traversaient le détroit sans autorisation, sans accord, en violation de l'article 5. C'étaient des navires appartenant à des pays du golfe Persique. L'Arabie saoudite, les Émirats et peut-être aussi le Koweït. Donc encore une fois, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est de la propagande, diffusée juste pour justifier leur position. Mais ce que Vance a dit, Nima, je pense qu'il y avait pas mal de choses importantes là-dedans. Je crois que Vance essaie de prendre ses distances avec Trump et de se présenter comme quelqu'un qui ne veut pas de guerre. Mais il a aussi laissé entendre que les Israéliens sont contre lui, que le lobby sioniste est contre lui, qu'ils essayent de le faire passer pour un antisémite. Donc maintenant, ça devient presque une stratégie. Pour se rendre populaire, il faut dire que les Israéliens sont après moi. Et ça, je pense que c'est important. Je ne dis pas qu'il va faire quoi que ce soit d'utile ou de constructif. Et quand il parle des Iraniens, des durs du régime, en fait, il essaie surtout de rester dans les limites du récit de Trump, tout en prenant un peu de distance pour se rendre plus populaire. Il dit en gros, ces sionistes, ces gens payés, essaient de me discréditer parce que je veux la paix. Mais en plus de ça, on voit le budget de la défense bloqué par les démocrates. On voit à peu près la moitié d'entre eux s'opposer au soutien militaire annuel au régime israélien.
Les choses changent aux États-Unis. Oui, les choses changent. Ce n'est pas parce que les démocrates sont meilleurs que les républicains, c'est parce que le peuple a changé. Les Américains se sont réveillés. Les Juifs, les chrétiens, les musulmans, ils se réveillent. Et chez les démocrates, parmi les partisans du Parti démocrate, l'indépendance progresse plus vite que chez les républicains. Mais même là, ça évolue aussi. Donc, à mon avis, ça va rendre beaucoup plus difficile pour Trump de maintenir une guerre avec l'Iran, surtout si l'Iran commence à augmenter la pression. Quand les marchés ont fermé, et je déteste faire ça, juste avant la clôture, j'ai regardé le prix du pétrole. Il était en train de monter et il approchait les $90. Je pense que si ça continue la semaine prochaine, il va grimper encore plus, peut-être beaucoup plus, surtout si l'Iran intensifie la situation. Là, ça pourrait monter très haut, très vite. Et vous savez, beaucoup de gens l'ont déjà dit dans votre émission. Moi aussi, je l'ai déjà dit. Les pénuries n'ont pas disparu. 4 mois de guerre et de blocus ont provoqué d'énormes manques. La courte période pendant laquelle le détroit d'Ormuz était ouvert n'a absolument pas compensé ces pénuries, surtout à certains égards. Ils ont pu extraire un peu plus de pétrole du Golfe Persique, mais pas d'autres produits. Du coup, les pénuries sur les autres biens sont encore pires qu'au moment où le protocole d'accord a été signé. Pour ce qui est du pétrole, je pense que la situation est sans doute encore plus grave qu'à l'époque, parce que tous les gains qu'ils avaient réalisés, tout le pétrole supplémentaire qu'ils avaient pu tirer du Golfe Persique, ont été annulés, et même plus qu'annulés, par le fait que depuis une semaine, le détroit est littéralement fermé. Voyez-vous un scénario dans lequel les grandes puissances, ou des pays importants comme la Chine et la Russie, ou peut-être d'autres pays de la région, comme le Pakistan, feraient quelque chose? Parce que nous avons reçu certains rapports indiquant que le Pakistan essaye de communiquer avec les Iraniens. Au fil du temps, alors que ces attaques se poursuivent, l'administration Trump, de son côté, enverrait aussi une forme de message aux Iraniens. Comment voyez-vous cette situation? La communication, c'est un aspect. L'autre, c'est la participation, ou en tout cas le rôle, d'autres pays importants de la région. On sait par exemple que la Chine et la Russie entretiennent de bonnes relations à la fois avec l'Iran et avec les pays du Golfe. Cela peut avoir une influence. Mais d'un autre côté, on voit bien que l'hostilité continue en Ukraine entre la Russie et les États-Unis. Il n'y a pas de solution en Ukraine pour le moment. Tout se joue sur le champ de bataille. Les deux camps se battent directement. Est-ce que ce sera la même chose en Asie de l'Ouest, entre l'Iran et les États-Unis? Ou bien la situation est-elle différente, justement à cause de l'importance du détroit d'Ormuz? Pour l'instant, je ne vois rien se passer. Je suis sûr qu'il y a des messages qui circulent entre l'Iran et les États-Unis. Après tout, ça dure depuis 47 ans, donc c'est normal. Mais je ne vois pas comment un tiers pourrait changer quoi que ce soit. Au bout du compte, c'est aux États-Unis de prendre une décision. Et s'il y a des pays qui ont vraiment de l'influence sur eux, ce sont ceux qui accueillent des bases américaines. Ce sont eux, les régimes du Koweït, de Bahreïn, du Qatar, d'Arabie Saoudite, des Émirats et d'Oman. Ce sont eux qui doivent faire pression sur les États-Unis pour mettre fin à tout ça, à moins qu'ils ne veuillent que ça continue. S'ils veulent que ça continue, ils vont en payer le prix, un prix très lourd, peut-être même le prix ultime. Mais je ne vois pas comment quelqu'un d'autre pourrait faire quoi que ce soit. Les Pakistanais, par exemple, ont joué les médiateurs. En gros, ils faisaient juste passer des messages d'un côté à l'autre. Ce n'est pas comme s'ils jouaient un rôle extraordinaire, ni le Qatar, ni Oman, ni aucun autre. Ils sont tous proches des États-Unis.
Tous ces gouvernements sont proches des États-Unis, que ce soit la Turquie, l'Égypte, les Émirats ou le Pakistan. Ils sont tous dans le camp américain. Mais s'ils veulent jouer un rôle pour faire passer des messages d'un côté à l'autre, c'est possible. Seulement, tant que les États-Unis ne changent pas de politique, je ne vois rien de positif se produire dans les jours ou les semaines à venir. Encore une fois, je pense que les seuls pays capables de faire pression sur les États-Unis, ce sont ceux qui les soutiennent dans cette guerre. Ce sont eux qui peuvent dire aux Américains, « Écoutez, si nous nous asseyons ensemble et que nous leur faisons comprendre que nous ne voulons plus de cette guerre et que nous n'allons plus coopérer, alors il devient presque impossible pour les Américains de continuer. Mais pour l'instant, on n'a encore rien vu de tel. » Ça veut dire que les communications entre l'Iran et le Qatar, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Il y a eu une sorte de discussion entre les deux camps. Je ne sais pas quelle influence ils ont, ni quelle marge de manœuvre réelle ils possèdent. Parce que, d'un côté, ils essayent de dialoguer avec les Iraniens. Ils ne sont pas contents de la guerre, ça on le sait. Ils en parlent dans leurs médias, dans leur système politique. Ils disent que la guerre dans le détroit d'Ormuz détruit leur économie. Ce n'est pas bon pour le Qatar. Le Qatar n'y a pas accès. L'Arabie saoudite, elle, a ce pipeline qui va jusqu'à la mer Rouge. Mais au fond, toute cette affaire n'a aucun sens pour les pays du CCG, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique, ni sous aucun autre angle, peu importe comment on appelle cette situation. Et alors, qu'est-ce que c'est au juste? Quelle est la perception du côté iranien? D'un côté, ils essayent de dire qu'ils ne font pas partie de la guerre. De l'autre, ils coopèrent avec les États-Unis en utilisant leurs propres pétroliers dans le détroit d'Ormuz pour être frappés par des missiles ou autre chose du genre. Je veux dire, quand quelqu'un prétend être neutre, c'est juste absurde. Franchement, c'est ridicule. Et aucune personne sensée n'accepte ce raisonnement. Si jamais vous voyez un soi-disant expert dire ça en ligne, vous pouvez être sûr qu'il est dans le coup. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est comme si, je sais pas, la Russie installait des bases en France et en Allemagne, et qu'elle commençait à tirer des missiles sur le Royaume-Uni. Et que la France et l'Allemagne disaient « Désolé, ça ne nous regarde pas, ne ripostez pas contre nous, vous n'avez pas le droit, on ne contrôle pas ces bases ni leur espace aérien. » Non, personne n'accepterait ça. Donc, si vous voyez un soi-disant expert adopter cette position en ligne, vous savez qu'il est payé, soit par l'Arabie saoudite, soit par le Qatar, soit par les Émirats, ou par quelqu'un d'autre, mais il est payé. Ils sont tous en contact direct avec l'Iran. Tous, sans exception. L'Iran a des liens politiques avec chacun d'eux et il communique avec eux tous les jours. Mais au fond, la seule chose qui compte pour l'Iran, c'est sa sécurité. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les Qataris peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais si les bases américaines dans la région du Golfe Persique sont utilisées contre l'Iran, c'est la seule chose qui importe. Par exemple, le Koweït peut bien dire que tout ça, c'est entre les Américains et vous. Mais pendant ce temps, des Iraniens sont tués, assassinés, et les infrastructures civiles iraniennes sont détruites à travers le Koweït. Donc il n'y a absolument aucune chance. C'est pourquoi d'abord, les Iraniens ont riposté contre les bases américaines au Koweït. Mais ensuite, quand ils ont vu que ça ne s'arrêtait pas, ils ont commencé à se venger du régime koweïtien. Donc, s'ils veulent rester au pouvoir, s'ils veulent que leur pays tienne encore debout, la seule option, c'est de mettre fin à tout ça. Et l'Arabie saoudite n'est pas mieux lotie que les autres. Oui, ils ont un oléoduc vers la mer Rouge, d'accord. Mais l'Iran peut détruire les installations pétrolières saoudiennes et rendre cet oléoduc inutile en une journée. Ce n'est pas difficile pour l'Iran. J'ai lu un article sur les oléoducs
qui disait que ça allait compliquer les choses pour l'Iran à l'avenir. Non, pas du tout. On ne peut pas déplacer les champs pétroliers, on ne peut pas déplacer les champs gaziers. C'est ça, le vrai enjeu. Les oléoducs, eux, peuvent aller où ils veulent. Ils peuvent dépenser des dizaines de milliards de dollars à construire des oléoducs. Et si les Américains déclenchent à nouveau une guerre en utilisant leur pays, les Iraniens détruiront ces champs de pétrole et de gaz et les oléoducs deviendront inutiles. Ce seraient des dizaines de milliards de dollars gaspillés pour rien. Donc, l'Iran n'acceptera pas que les États-Unis utilisent la région du Golfe Persique pour tuer des Iraniens. Ce ne sera pas permis aujourd'hui et ce ne le sera pas non plus dans 5 ans. Cette époque est révolue. Et il n'y a rien que ces régimes puissent faire à ce sujet. Avec ou sans oléoduc, rien ne changera. Ils perdront. Alors ils doivent prendre une décision. Veulent-ils que leur régime reste intact? Dans ce cas, ils doivent arrêter la guerre. S'ils veulent continuer à jouer leur avenir, ils perdront tout. Je pars du principe qu'on sait qu'il y a une coopération entre l'Azerbaïdjan, Israël et les États-Unis. Mais je me demande, face à ces attaques au Kurdistan irakien, quelle est vraiment la préoccupation de l'Azerbaïdjan? Et quelle est la nature des échanges entre le gouvernement iranien et l'Azerbaïdjan? On sait qu'ils se parlent, qu'ils comprennent la position de l'Iran. Et ce n'est pas seulement une question de relation entre deux gouvernements. Les liens culturels entre eux sont, à mon avis, très profonds. Quelle est votre lecture de tout ça? Eh bien, le public en République d'Azerbaïdjan est très proche de l'Iran. Et c'est seulement grâce à une dictature qu'ils peuvent garder le contrôle sur la population. Mais en ce moment, je ne pense pas qu'ils fassent grand-chose contre l'Iran, du moins pas ouvertement. Pendant la guerre de 12 jours, et aussi pendant la guerre du Ramadan, les 40 jours de combat, il y a 3 ou 4 mois, ils aidaient nos ennemis. Mais maintenant, comme les frappes aériennes sont limitées au sud et que le régime israélien n'est pas directement impliqué, nos frontières avec la République d'Azerbaïdjan sont calmes. Bien sûr, ils continuent de collaborer avec le régime israélien. Ils envoient du pétrole. Aliyev et Erdogan sont des partenaires commerciaux de Netanyahou et ils le restent. C'est ainsi qu'ils soutiennent le régime israélien. Erdogan a aidé le régime israélien tout au long du génocide et Aliyev aussi. Mais en ce qui concerne une collaboration pour frapper le territoire iranien, je n'ai rien entendu de tel pendant les récents combats. Je ne pense pas qu'ils aient fait quoi que ce soit qui puisse être considéré comme une aide militaire directe à l'ennemi. Fact. Oui, merci beaucoup, professeur Marandi. Je regardais justement une des vidéos venues de Jordanie. On dirait que les attaques ont lieu à Souleymaniye, en Irak. Le feu est toujours en cours en ce moment. Et les 2 attaques, au moins 2 cibles, ont été touchées directement en Jordanie. Les images viennent tout juste de sortir et la guerre continue. Tu sais, Nima, dans les zones kurdes en Irak, on voit toutes ces bases qui sont attaquées. Est-ce que quelqu'un de sensé peut croire que les autorités kurdes locales ignoraient l'existence de ces bases? Tous ces souterrains, tous ces dépôts d'armes, on en a vu un exploser hier. Donc, le gouvernement d'Erbil a permis à ces groupes terroristes de développer toutes ces bases militaires et de créer d'immenses dépôts de munitions tout près des villes et des villages, mettant en danger la population civile du nord de l'Irak. Et ils les laissent faire. Personne ne peut dire qu'ils ne savaient pas. Ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Et eux aussi, s'ils continuent sur cette voie, en paieront le prix.
they will pay the price. Iran will not allow Ils them vont en payer le prix. to exist anymore. L'Iran ne permettra plus à ce gouvernement local d'exister s'il continue à se comporter de cette façon. To change. L'Iran travaillera avec le gouvernement central irakien pour changer le statu quo et même pour modifier la constitution afin que cela ne se reproduise jamais. Donc si vous regardez bien, ces pays, ces entités, ces États du Golfe Persique et la Jordanie, ils travaillent pour les États-Unis. Ils agissent pour défendre les intérêts américains. Et le gouvernement local kurde dans le nord de l'Irak fait la même chose. Il travaille pour les Israéliens et pour les États-Unis contre ses propres intérêts. Ils ont misé sur le mauvais cheval, comme on dit en Occident. They bet on the wrong horse, as they say in the West. And they thought that Iran would lose, and so did. Ils pensaient que l'Iran allait perdre. Aliyev le pensait aussi, et sans doute Erdogan, ainsi que ses régimes du Golfe Persique. Mais ils n'ont pas perdu. L'Iran n'a pas perdu, et l'axe de la résistance non plus. Au lieu d'aider les Américains et les Israéliens, ces régimes devraient se tourner vers leur propre sécurité et réfléchir à ce que les Américains et les Israéliens leur feraient s'ils gagnaient vraiment. Si les États-Unis et les Israéliens avaient vaincu l'axe de la résistance et la République islamique d'Iran, imaginez la situation aujourd'hui, en Turquie, en Jordanie, en Arabie saoudite, en Égypte, en Syrie. Le régime israélien et Trump imposeraient leurs conditions. Mais au lieu de revenir à la raison, ils continuent de collaborer avec l'Empire. They continue to collaborate with the empire. Yeah. Yeah. Thank you. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. Today. Great. Alice, dem vrij plezant. Most desnopivity.